Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Comment s'est comporté le tourisme en Abitibi-Témiscamingue pour 2023, période printanière et estivale? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Émilien Larochelle. Monsieur Larochelle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quand c'est pas la pandémie, c'est d'autres choses qui nous mettent des bois des roues, c'est le cas de le dire, mais du bois brûlé ce fois-là. Ouais, c'est ça. Mettons qu'on a été fortement touchés par les feux de forêt. Et voilà, exactement. Est-ce que, en tout premier lieu, malgré ça, comment il s'est comporté le tourisme, si on parle de la saison estivale, surtout au cours de la dernière année? Il faut d'abord considérer la grandeur du territoire que nous avons. Et les feux de forêt n'ont pas été à la grandeur du territoire. Non, c'est sûr, okay. C'est sûr. Mais c'est certain que ça a eu des impacts négatifs. Là. Je regarde principalement au niveau des attraits. OK? Au niveau des événements, les festivals... Ça a bien été. Ça a très bien été. Même qu'il y a eu une augmentation d'achalandage. OK. Peut-être que c'est un peu les dommages collatéraux là, qu'on a eus parce que les gens ont tellement été privés de sortie au début de l'été que quand les festivals ont entamé leur marche, les gens avaient le goût de sortir. Voilà. Mais quand c'est pas une affaire, c'est une autre. Je pense, si ma mémoire est fidèle, le Témiscamingue a été moins touché un peu avec les feux de forêt. Oui, c'est exact. Bien. C'était plutôt Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, beaucoup aussi. Puis il y a des attraits touristiques aussi là, chez nous. Là, la région de Val-d'Or également. Et la région, exactement. Merci de Val-d'Or. Et par la bande, je dirais, Rouyn-Noranda. OK. Aussi, qui avait des problèmes en lien avec la fonderie Horn également. Fait qu'ils ont tout mélangé ça. Fait que c'était pas drôle, tu sais. Non, exactement. Il y avait de la fumée, l'autre là, puis de la fumée qui venait pas de la fonderie Horn. Exactement. Parce que moi, j'ai rarement vu avoir autant de fumée. Moi, j'ai un chalet au domaine Belmic, puis qui est à Haute-Nord. Puis, le matin, on se levait, on allait dehors, on avait de la misère à respirer par les feux de, Nord-Métal, entre autres, puis Val-Paradis, Beaucanton, etc., dans le nord de l'Abitibi-Ouest. Puis, on perdait les îles. J'ai des îles, moi, qui sont à peu près à 1 mille de mon chalet. On les perdait. Fait que ça veut dire que c'était dommageable énormément. Oui, mais je vous dirais, regardez, moi je demeure à Galichan, région de Roquemort, du parc Malmarol. Et je vous dirais que dans ce coin-là, on n'a pas été tellement affecté par la fumée. Fait que ça veut dire que... Parce que les directions des vents... C'est ça. Vous nous l'avez envoyé. Oui, c'est ça. Ils l'ont envoyé ailleurs. Nous, on n'y a pas dit, on était très près. Oui, c'est sûr. Oui. Tu regardes le kilométrage entre Nord-Métal et Galichan, là... Si on s'en va dans la ligne droite, là, il y en a beaucoup. On a été corrects, nous. On s'en est sauvés. Mais pour revenir à l'achalandage... Oui, exactement, oui. Si nous regardons... ceux qui ont été les plus impactés, c'est les pourvoiries. Okay? Ça, c'est... Oui, exactement. Toi, l'ouverture de la pêche, pouf, feu, gouvernement du Québec, on ferme tout. Les parcs nationaux, Aiguebelle, au Pémican, même au Pémican qui n'était pas touché directement. Il était plus loin. Mais par mesure de sécurité, parce que c'était sec aussi dans ce coin-là. Oui. Fait que, on imagine, là, tu sais, la stupéfaction là, des organisateurs. Là, Ça veut dire que on sort pas beaucoup du sujet, mais c'est bon d'en parler. Ça veut dire que pour les pourvoyeurs, ce sont des pertes astronomiques. Épouvantable. Ce qu'il faut, c'est la deuxième année qui sont impactés. Ben oui, exactement. Tu sais, on regarde la pandémie qui a d'abord les a frappés de plein fouet. Puis cette année, les feux de forêt qui arrivent à l'ouverture de la pêche. Et voilà. Oui, exactement, c'est en mai. C'est ça. Il y a plein de réservations qui ont été annulées là, pour l'été, même si le restant de l'été, il n'y a pas eu vraiment de problème majeur là, tu sais, en forêt. Mais ils ont été impactés d'une manière négative là, très forte. Puis aussi, il ne faut pas oublier
parce que moi, j'ai été chasseur longtemps. Puis, il ne faut pas oublier aussi les amis chasseurs qui se sont réveillés du jour au lendemain, puis voulaient monter à leur camp de chasse. Premièrement, on ne montait pas parce qu'on n'avait pas accès à la forêt. Mais quand on a pu monter à son camp de chasse, que tout était brûlé, ça aussi, là, ce sont des pertes terribles. C'est ça. Puis à ce moment-là, bien, on regarde, est-ce que la forêt va se régénérer? Ça, c'est encore un fait. Là. Les spécialistes là, en parlent actuellement. Là. Puis dans certains secteurs, il va y avoir de graves problèmes. Mais par contre, il faut quand même se rassurer, c'est pas l'ensemble du territoire. Là. C'est des endroits bien spécifiques. Oui, exactement. Et qui sont touchés, puis qui risquent d'être impactés encore, je dirais, pour quelques années. Exactement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir en 2024. Un bel été. Ben, moi, je suis optimiste. Oui. Malgré que les changements climatiques, nous, vous savez, on a entendu plein de personnes qui disaient que les changements climatiques, c'était une vue de l'esprit, c'est des choses qui ont tout le temps existé. Puis c'est vrai. OK, le changement climatique, là, c'est pas nouveau, là. Non. C'est la première fois que... Ça n'a pas commencé hier, c'est la première fois que les activités humaines influencent le climat autant. Puis en même temps, on s'est comme réveillé. Hey, on est rendu là. On est rendu là, parce qu'avant ça, il y en avait, comme vous dites si bien, il y en avait avant ça, mais ça ne nous attaquait pas. C'était des catastrophes naturelles. Oui, c'est ça, exactement. Okay? Ouais. Je sais pas, moi, une tempête, ça arrivait occasionnellement. Un léger feu de forêt, maîtrisé assez vite. Oui. Ou encore, il y avait des gros incendies, mais c'était pas dans notre secteur. Fait que, on s'en préoccupait. En Amérique du Sud, fait que là, on regardait ça de loin. Haïti a quasiment tout brûlé, mais c'est loin. C'est ça. Mais là, l'impact était chez nous. Oui, c'est ça. Parce que je sais que le gouvernement a eu à prendre de grosses décisions à ce moment-là. Comme le gouvernement a eu à prendre de grosses décisions durant la pandémie. Ça n'a pas plu à tout le monde, c'est sûr, mais il faut que le gouvernement est là pour diriger. Puis ils ont des décisions à prendre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On n'a pas à juger, parce que là, on prétend que ce qui a été fait a été bien fait. On le prétend, mais seulement que c'est pas facile non plus. Là. Il n'y a pas le grand livre. Là. Durant la pandémie, il n'y avait pas le grand livre. Bon, s'il y a pandémie, on fait ça. Là. Il n'y a pas de ça. Là. Écoutez, nous autres, on a autour de 450 membres. Là. Je pense un peu plus de 450 membres. On a fait un sondage. OK. Il y a 80 membres qui ont répondu, puis il y en avait la moitié là-dessus qui étaient satisfaits de leur saison estivale. Ah, OK. Donc, on veut dire, ça n'a pas été pourri partout. Non, exactement. Puis, par contre, quand on regarde au niveau des événements puis des festivals, augmentation, je dirais pas phénoménale, mais marquée, OK, de l'achalandage, pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Exactement. Okay. Au point de vue de camping, ça a dû déranger, par exemple, probablement, hein, parce que là, on est en pleine nature. Oui. Bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, les gens de Normétal qui devaient s'exiler, si tu veux, de leur territoire, ils cherchaient des endroits de camping ailleurs. Il n'y en avait pas beaucoup de disponibles. Non, exactement. OK, puis il y en a même qui ont fermé. OK, parce que les risques d'incendie dans ces endroits-là étaient la même hauteur qu'en Normétal. OK, la température a tellement été sèche les risques d'incendie étaient très, très élevés. Oui, parce que j'ai fait une émission il n'y a pas tellement longtemps avec M. Rancourt, producteur laitier, puis dans le domaine agricole, ça a été pareil aussi. Là, ça a été catastrophique. M. Rancourt nous contait des choses ici, là, on va faire juste un exemple très vite, là, parce qu'il annonçait supposément de la pluie là, à une telle période. En septembre, lui, il a investi 16 000 $ pour aller chercher un liquide spécial qu'il faut qu'il pose juste avant une pluie. Il a mis ça avant la pluie, mais la pluie n'est pas venue. Fait qu'il dit, c'est comme si j'avais pris 16 000 pièces puis je l'aurais jeté à terre. Mais c'est affreux. Fait que ça veut dire que, tu sais, tout ce climat-là, c'est tout le monde qui paye pour ça. Oui. De toute façon, je pense que de plus en plus, les populations comprennent que la nature, c'est important. C'est nous. OK? Si on ne fait pas attention à notre environnement, nous autres aussi, on va disparaître. Okay? Bien, c'est ça qui va arriver. Okay.
Parce qu'il marque ici, dans le communiqué que j'ai eu de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, la situation préoccupante engendrée par les feux de forêt et les conséquences qui y découlent ne peuvent être associées de l'impact des changements climatiques. En effet, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, mandaté entre autres par le ministère du Tourisme, pose des actions concrètes pour répondre à ces nouveaux défis. Parce que au changement climatique, là, c'est un défi que tout le monde doit prendre en considération. Parce que... Et je vous dirais que malgré les difficultés que nous avons rencontrées, les entrepreneurs en tourisme, là, c'est des gens qui sont très résilients. C'est certain qu'il y en a qui ont subi des pertes là, énormes, OK? Soit par rapport à leur territoire qu'ils occupent, ou encore par rapport aux clientèles qu'ils espéraient, OK, qui ne se sont pas présentés. Mais moi, je suis confiant que la prochaine année, même, on dirait, nous avons une très belle automne. Oui, actuellement, okay. C'est extraordinaire. On dirait que la saison touristique est pas mal terminée, mais il reste quand même que il y a la saison touristique hivernale qui s'en vient. Et nous devrions avoir quand même une période hivernale par rapport au tourisme importante. Parce que quand on parle de couleurs automnales, parce que là, l'émission est enregistrée le 3 octobre, on est en pleine période automnale et de couleurs automnales. Puis, si on regarde bien, peut-être quand l'émission va passer, il va faire plus froid, mais actuellement, il faisait 26 quand on est rentré en studio. Les feuilles sont même pas tombées. Les feuilles sont même pas tombées. Commencent à tomber, elles commencent à jaunir. Exactement. Fait que... C'était la pleine lune de cette semaine, puis il y a presque pas eu de gelée. Pleine lune dit habituellement rendu à cet ainsi une gelée. Oui, c'est ça, on est rendu là, mais on n'en a pas eu encore. Ben, légère. Légère. Okay. Dans les baisseurs, oui, c'est ça. On en a eu un peu. Ouais. Est-ce que, d'après vous, M. Larochelle, les gens sont-ils restés fidèles à l'Abitibi-Témiscamingue où l'achalandage vient plus de l'extérieur? Parce qu'on disait que durant la pandémie, tout le monde est resté chez eux, on en a profité pour visiter notre coin à nous autres. Est-ce que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue sont restés fidèles à l'achalandage? Je vous dirais que pour répondre et pas répondre à votre question, OK? Parce que c'est pas si simple que ça. Okay? Parce que si on regarde au niveau des festivals, les festivals, là, à part qu'il y a 2 ou 3 festivals, là, cinéma, FME, tu sais, les autres festivals, c'est plus des festivals qui sont plus locales, okay? Donc c'est régional. Donc la population a participé grandement. D'ailleurs, on le remarque dans les statistiques sont en la hausse. Okay? Donc ça peut dire qu'à ce niveau-là, on l'avons échappé belle. Okay? Mais pour ce qui est des visiteurs qui proviennent de l'extérieur de notre région ou de l'extérieur du pays, et il y avait des embûches là, à traverser là, qui étaient importantes. Là, quand on regarde au niveau du transport, on est vraiment, j'ai déjà évoqué ça avec vous là, lors de rencontres précédentes. Au niveau sur le plan aérien, on n'a pas choyé, là, OK? Donc, un touriste, là, quelqu'un qui veut s'en venir ici, OK, qui part de Montréal ou de Québec, là, qui sont les portes d'entrée, puis qui arrive ici, il peut arriver à avoir un transport, mais il n'est même pas sûr quand est-ce qu'il va s'en retourner. Autrement dit, la régularité des vols n'est pas pleine et entière, OK? Je regardais là, une nouvelle plateforme là, qui annonçait qu'ils ramassent parce qu'il y a plusieurs compagnies qui ont leur propre service. Oui, j'ai pris ça exactement. Aérien. Puis, si, mettons, l'avion contient 15 sièges, la compagnie loue l'avion pour 10 personnes, 10 sièges. Alors, il reste 5 sièges qu'ils peuvent offrir. Oui. Mettons que c'est bien, mais c'est pas une solution à long terme. Parce que la principale raison, c'est bien beau, là, tu sais, j'embarque dans l'avion, puis je peux partir. Mais quand est-ce que je vais revenir? OK? OK. Et on n'est pas pu s'avancer, là. Je veux pas faire de propagande pour une compagnie, je la nommerai pas, mais il y a une compagnie aérienne, dans tous les cas, qui dessert Montréal, Québec,
qui est très fiable. Oui. Il y en a une. Oui. Parce que, et tout le monde la vante. Moi, j'ai eu affaire à cette compagnie-là, puis j'ai été surpris. C'était très bien. Comme je dis, je ne la nommerai pas. Mais par contre, il y a des autres compagnies qui viennent à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or qui ne sont pas fiables du tout. Non. Puis comme vous dites si bien, je peux partir, mais je ne sais pas quand je vais revenir. Moi-même, ça m'est arrivé de... Vous savez, là, je pense que les heures ont été modifiées, mais j'évite de prendre l'avion pour cette raison-là. OK? C'est sûr que l'écologiste en moi dirait prendre un avion, ça consomme, ça produit beaucoup de CO2. OK? Ça, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Oui, mais il reste quand même que c'est réel. Okay? Oui. Il faut en tenir compte, mais tu sais, je veux dire, c'est pas, on peut pas changer le monde, nous autres, c'est tout seul. OK? Non, c'est sûr. Il y a plusieurs autres intervenants à ce niveau-là là, qui devraient agir. Et pensez-vous que quand je prends ma voiture et que je monte à Montréal en solo, là, tu sais, au lieu de prendre si on regarde tout ça, et voilà, exactement. Bon. Il reste à peine 1 minute. Tourisme hivernal, on envisage une assez bonne saison. Ben, on espère d'avoir une bonne saison. Si on a un peu de neige, vous savez qu'au niveau de la motoneige puis au niveau des autres activités hivernales, on est quand même choyé ici en région. Puis on a le grand air, c'est nous autres qui l'a. C'est nous autres qui l'a, puis elle n'est pas polluée, sauf s'il y a des feux de forêt. Ouais, c'est ça. Et l'hiver, il n'a pas. C'est ça. Monsieur La Rochelle, merci infiniment. Puis continuez votre excellent travail à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Et je vous remercie de votre présence à cette émission. Ça m'a fait plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La maison Saint-André se veut essentielle chez nous. Avec la hausse constante du panier d'épicerie, souvent les gens ont peine à joindre les deux bouts. Qu'en sera-t-il plus on s'approche de la saison hivernale? D'où l'importance de la maison Saint-André de la Sarre. Alors, j'en discute avec la directrice de cette maison, Mme Karine Franqueur. Mme Franqueur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil. Je le disais d'entrée de jeu, puis on va quand même continuer d'en parler souvent parce que il ne faut pas laisser la maison Saint-André. On sait tout le bien que fait cette maison-là et tout le bien que vous faites aussi. Vous faites un travail gigantesque, vous et votre équipe, et je vous en félicite, Mme Franqueur. Merci. Si on parlait très vitement de l'achalandage au cours du dernier été, 2023, bon, on sait qu'il a fait chaud, pas eu de pluie, ou à peu près pas. Puis, est-ce que la maison Saint-André a été plus occupée que normal? Ben oui, ben effectivement. L'augmentation de la clientèle au niveau du volet d'aide alimentaire est visible. T'sais. Nous, on a passé de 80 personnes en 2019, 120, et là maintenant, on dessert plus ou moins 140 personnes par semaine qui passent au comptoir alimentaire. Ça inclut les familles, ça inclut les personnes monoparentales, les personnes seules, puis les couples sans enfants, sans exception. Donc, puis aussi, nous avons fait le programme des articles scolaires là, en août. Nous avons aidé plus de 60 élèves pour la rentrée scolaire 2023. Là. Fait que ceux qui pensent que la maison Saint-André, là, elle n'a pas sa place, j'espère qu'il n'y en a pas qui pensent ça. Là. Je l'avais déjà entendu parler antérieurement, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Mais quand on regarde tout ça, volet aide à domicile, c'est une moyenne de 450 clients. C'est énorme. Oui, effectivement, on a une équipe de 45 employés environ qui dessert l'Abitibi-Ouest et le secteur de VVB, dans le Paradis-Beaucanton. Oui. Donc, c'est sûr que les services aussi, à ce niveau-là, on constate que les personnes ont besoin d'aide, mais c'est sûr que les personnes désirent simplement rester plus longtemps chez eux. Oui. Puis nous, on sert
le service serve pour ça, en fait, là. Donc, il y a une augmentation aussi à ce niveau-là. Puis aussi en aide vestimentaire, je sais pas si vous alliez en venir par la suite, mais tu sais, cet été, quand il y a eu les feux, on a aidé au-dessus de 107 personnes, environ 160 personnes, 60 personnes. On est rendu environ à centaines de personnes d'aider en aide vestimentaire. En aide vestimentaire, OK. Mais quand les personnes ont été évacuées, c'est sûr qu'on a été là pour vêtir les gens parce que, tu sais, dans le fond, eux autres, ils étaient dans une situation... oui, il n'y avait rien de drôle là-dedans. Là. C'est ça. Quand il est toc à la porte, puis vous avez 1 heure pour ramasser vos affaires, puis vous en allez, on ne part pas avec un 10 roues au complet. Là. Non, puis tu sais, ils ne savaient pas quand ils pouvaient rentrer chez eux. C'est ça, surtout. Surtout, fait que tu sais, là, on est venu aussi en aide à ces personnes-là quand ça a été le temps des feux de forêt. Là. Exactement. Là, c'est vraiment... extraordinaire, réellement. Quand vous dites, si là, nous avons aidé 107 personnes depuis le 1er avril 2023 en aide vestimentaire, qui vous fournit ces vêtements-là? Bien, c'est la population en général. C'est ce à quoi je voulais en venir. Oui. Donc, la population est très active. Elle est très active. Tu sais, je remercie vraiment la population en général parce qu'on en reçoit à chaque jour. C'est vraiment incroyable comment les gens sont généreux là, sur les dons vestimentaires. Oui, parce que... Sinon, on ne pourrait pas avoir de friperie. On ne pourrait pas aider les gens non plus. Non, puis c'est important. Puis là aussi, c'est sûr que quand il fait 30 degrés Celsius, on n'a pas besoin d'avoir un jacket d'hiver. Là. Mais seulement que par contre, le moins 30 s'en vient aussi, là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, les autres organisations comme la Maison du Compagnon, qui traitent sur l'itinérance, vont référer des gens pour pouvoir qu'on puisse les aider à se vêtir. Souvent aussi, on fait appel aux autres organisations, aux intervenants du centre de santé, à d'autres organismes communautaires, à la travailleuse de rue, pour pouvoir qui nous réfèrent ces gens-là, parce que nous, on n'est pas dans la rue, mais ces personnes-là, au moins, ils peuvent nous référer les gens, puis on peut facilement les aider pour se vêtir pour la période hivernale. Ça veut dire une chose, Madame Francoeur. Supposons qu'une personne a des pantalons. 4, 5, 6 paires de pantalons. Pas usés, tout simplement parce que les pantalons ne leur font plus. On peut aller vous les porter. Oui, à tous les jours, c'est accès. Toutes les fins de semaine, tous les soirs, il y a une remise dans la ruelle en arrière de la maison Saint-André. Il y a une chute que vous pouvez déposer les dons de vêtements. Et le jour, on peut y aller aussi. En tout temps. En tout temps. Oui. Cette maison-là, là, juste pour rappeler, là, grosso modo, elle est située exactement à quel endroit? Au 400 rue principale à La Sarre, à côté de chez Ford, puis entre la Paulino puis chez Ford. Ah, OK. À l'ancien Desjardins entreprise. Entreprise, OK, ouais, exactement. Ça, exactement. Si vous avez de bons objets, surtout là, des vêtements, là, puis je veux avertir les gens aussi, puis c'est une mise au point que j'aime pas trop faire, mais qui est essentielle. Apportez pas des affaires tout finies. Là. Oh non, effectivement. Effectivement. Il faut faire attention à ce qu'on dépose parce que j'ai les personnes qui trient. Puis, tu sais, c'est désagréable si c'est pas lavé, pas propre. Pas... Oui, exactement. Oui. Autrement dit, c'est pas un débarras, là. Non. La fameuse popote roulante, ça, c'est votre domaine également. Est-ce que c'est uniquement pour le secteur La Sarre ou la popote roulante? Est-ce qu'il y en a à Macamic? Est-ce qu'il y en a je sais pas moi, à Palmarol? Oui, effectivement, on dessert tout le secteur de l'Abitibi-Ouest ainsi qu'encore le VVB au canton Val-Paradis. Villebois. Donc, c'est possible d'acheter des petits plats à faible coût, puis la personne va les livrer à chaque vendredi. Elle fait le tour du territoire pour aller livrer les petits menus. À ce moment-là, la personne donne la commande, qu'est-ce qu'elle veut manger durant la semaine d'après. Elle achète les petits menus, puis la personne a fait le tour, là, elle fait le transport elle-même, puis elle va les livrer directement à la maison pour les personnes qui sont à mobilité réduite, les personnes qui sont éloignées, qui n'ont pas de transport pour se déplacer à La Sarre, ou peu importe. Fait que c'était important de mettre ça en place. Tu sais, on l'a évalué, les besoins
avant avril 2023. Nous, notre année financière commence au 1er avril. Puis là, on a décidé de conserver le service. Ah, mais c'est très bien. C'est très, très, très bien parce que... Mais là, expliquez-moi très vite comment ça se passe. C'est un genre de menu, je présume, que la personne va aller porter chez la famille en question. Exactement. Puis là, ben, elle coche ce qu'elle veut avoir, mettons lundi, mardi, mercredi, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un menu à chaque semaine qui apparaît sur la page Facebook de la Maison Saint-André. Ah, OK. Puis il y a le numéro de téléphone du traiteur. Fait que là, à ce moment-là, vous pouvez commander les menus que vous désirez recevoir le vendredi. Ah, OK. Puis le coût approximatif? 3 $ du petit plat. C'est pour rien, comme on dit. Non, ça aide à les personnes qui sont à faible revenu. Oh, oui, également. exactement. Oui, exactement, oui. La Journée internationale des aînés, bien, ça s'est passé le 1er octobre dernier. Oui, et seulement, on a souligné cette journée-là pour remettre à notre clientèle de 65 ans et plus des petits agendas avec le logo de la Maison Saint-André pour remercier les personnes d'utiliser les services. Fait c'est important de souligner cette journée-là. Nous, on en dessert beaucoup de cette clientèle-là. Il y a également la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre prochain. Oui, on va faire un repas avec la table de pauvreté Abitibi-Ouest à la Chevalier de Colomb. Puis, on a 11h à 1h30, on va remettre des repas chauds. Toute la population est bienvenue, tu sais, c'est pour sensibiliser les gens à la misère, les personnes à faible revenu. Fait que on invite toute la population à venir participer lors de ce dîner-là. Puis nous, personnellement, à la Maison Saint-André, pour la clientèle, on va remettre un panier de sacs de sacs régionaux, locaux, autrement dit, des produits de la boulangerie, fromagerie, etc. Puis on va remettre ça à ceux qui viennent au comptoir alimentaire toute la semaine. Très beau geste. C'est très bien parce que quand on parle de Journée mondiale du refus de la misère, on ne veut pas être dans la misère, mais il y a des fois que c'est incontournable. C'est vraiment incontournable. Puis si on pouvait passer à côté, on le ferait parce que c'est jamais, jamais, jamais trop apprécié de notre part d'être dans la misère. On ne voudrait pas être dans ça, mais les circonstances souvent veulent que on soit dedans. Guignolée des médias, déjà, on en parle, puis distribution de paniers de Noël. Eh oui. On est rendu là quasiment. Eh oui, on a commencé déjà la planification, fait que les personnes vont pouvoir s'inscrire à partir du 1er novembre. Okay. Nous, la Maison Saint-André, on dessert les couples sans enfants puis les personnes seules. La Sûreté du Québec va desservir les paniers de Noël pour les familles. Donc, on va débuter les inscriptions en même temps. Puis nous, on va faire la distribution là, dans la semaine du 18 décembre. La semaine du 18 décembre, déjà. Bon, puis la grande guignolée dans les rues des médias va être le 7 décembre, si je ne me trompe pas, le premier jeudi du mois de décembre. Okay. Fait qu'on invite la population, c'est sûr, d'être généreuse encore cette année. Parce que habituellement, là, les gens sont très généreux. Effectivement, je suis vraiment étonnée. À chaque fois qu'on fait la guignolée des médias, on reçoit vraiment des bons dons en denrées puis des bons dons en argent parce que les dons en argent nous aident à alimenter le comptoir alimentaire tout au long de l'année. Exactement. Madame Karine Francoeur, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail. La Maison Saint-André est là, puis il ne faut jamais qu'elle parte. Jamais, jamais. Et c'est grâce aux bons soins que vous donnez à cette maison-là, vous et votre équipe, que ça peut continuer et rendre les gens, mettre un petit baume sur le malheur des gens. Et je vous en félicite, madame. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.